Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Elsa pour parler du VTT avec son chien. Elsa adore le sport qu'elle pratique depuis toujours. C'est lorsqu'elle adopte son premier chien qu'elle goûte au sport canin, puis au cani-VTT avec son second chien Léo, qui prend beaucoup plus de plaisir dans cette pratique où il peut courir à pleine vitesse. Dès leur première course, le binôme atteint la première marche du podium. Cette première course donc, d'une longue série qui les emmènera jusqu'au championnat du monde. Dans cet épisode, Elsa te donne donc tous ses conseils pour pratiquer un sport avec ton chien et notamment le cani-VTT. J'espère qu'il te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Elsa, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu ? Super bien, moi aussi je suis très contente de participer à ce podcast. Trop bien, en plus le sujet est super intéressant, en tout cas moi j'ai plein de questions là-dessus. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui bien sûr, alors moi je suis donc Elsa, j'ai 36 ans, maman d'un petit garçon de 4 ans et demi. Passionnée de sport depuis l'enfance. Ok. J'ai pratiqué pas mal de sport et aujourd'hui plus principalement on va dire le cani-VTT et un peu de canicross et le vélo aussi à côté puisque c'est à la fois une passion et mon métier. Comment ça ton métier ? Moi je suis technicienne cycle en fait, donc mon travail c'est de réparer les vélos. Alors pas que les vélos, je répare aussi d'autres produits sportifs, mais on va dire 90% de mon temps sur le vélo. Du coup, ça me permet d'allier et passion et métier à la fois, et du coup, c'est cool. Ça, du coup, c'est ce que tu fais chez Decathlon ou c'est quelque chose que tu fais en plus ? Non, c'est ce que je fais chez Decathlon. D'accord, ok. Je savais pas qu'ils avaient tout un pôle comme ça dédié à la réparation de produits. Ouais, on essaye et de plus en plus, on va dire, on a à cœur de pouvoir réparer, on va dire dans l'idéal, ça serait 100% des produits sportifs, mais c'est utopique pour l'instant. Mais de plus en plus de produits sportifs pour les rendre plus durables et puis moins pollués, on va dire réduire l'empreinte carbone. Elle passe en premier par la réparabilité en fait. Donc que ce soit un vélo, que ce soit une toile de tente, que ce soit un sac à dos, que ce soit une chaise de camping, on essaie de se challenger et avec les marques qui les fabriquent du coup, pour qu'à la conception on pense déjà à la réparation, et puis avec nous techniciens pour avoir les compétences pour réparer un maximum de produits. Ok, trop bien, trop intéressant et ouais, je suis complètement d'accord. Si on peut réparer, autant le faire plutôt C'est que ça. de continuer de consommer et de consommer. Trop bien. Ok, donc ouais, que ça soit pour le boulot ou pour le plaisir, t'es toujours dans le sport quoi. Ouais, exactement, et c'est cool. Et tu m'avais dit que tu avais plusieurs chiens, est-ce que tu peux nous les présenter ? Exactement. Alors je vais les présenter rapidement parce que sinon je pourrais parler d'eux pendant des heures. C'est ce qu'on aime ici. Ouais, on va commencer par la plus, on va dire âgée aujourd'hui, qui m'a fait rentrer dans ce sport, qui m'a fait découvrir ce sport. C'est une petite border collie qui a maintenant 8 ans. Qui s'appelle Judy, donc une petite femelle qui m'a été offerte par mon conjoint et avec laquelle j'ai commencé le canicross. Okay. Ça a été une grande aventure et j'ai vécu plein de belles choses avec elle, et aujourd'hui elle court avec mon fils en cani-baby, donc c'est encore plus d'émotion, j'ai envie de dire. Trop mignon. Ouais, quand tu vois le chien avec lequel tu as commencé qui fait commencer ton fils, tu fais ça. Bon, ça te rappelle que les années passent aussi, mais c'est toujours chouette quoi. Et après on a eu donc Léo, qui est aussi un border collie qu'on a récupéré d'une association, qu'on a adopté dans une association, qui avait lui 1 an et demi presque déjà quand on l'a adopté. Lui on l'a pris vraiment aussi parce que du coup moi j'avais commencé le canicross et mon conjoint, qui faisait aussi beaucoup de sport, a décidé de participer, on va dire, à ce sport avec moi. Ça permettait de faire des week-ends plus sympas quand les deux peuvent courir. Donc on a pris ce chien-là vraiment en connaissant déjà le sport et en cherchant un chien vraiment plus, on va pas dire typé pour ce sport-là, mais déjà un chien qui aimait courir, un chien dynamique, et puis on aimait vraiment cette race, donc on a craqué pour un deuxième. Ensuite est rentrée dans notre vie Oxane, une braque de Weimar, qui elle nous a rejoint aussi. Elle avait déjà 1 an. On l'a aussi adoptée d'un couple d'amis qui voulaient s'en séparer. Donc cette chienne-là, nous on l'a connue tout bébé quand ils l'ont achetée. Donc on l'a vu grandir jusqu'à ses 1 an, où ils nous ont dit soit vous la prenez, soit
soit elle va partir ailleurs. Donc moi je l'ai vue toute bébé, je l'ai vue depuis qu'elle a 3 mois et puis je la trouvais très belle et j'adorais cette chienne. Bon j'ai dit à mon conjoint, vas-y ramène-la à la maison. Ouais, et puis ça fait toujours mal au cœur de se dire que ça va encore être un petit chien abandonné. C'est ça. Et puis de toute façon, c'était un type de chien sportif, athlétique, donc on s'est dit dans tous les cas, on pense, en plus elle était pas du tout chien de chasse, donc ça nous arrangeait bien aussi. Mais on s'est dit qu'elle correspondrait bien à notre mode de vie parce que elle allait aimer courir et que c'est un chien qu'on pourrait satisfaire entre guillemets dans ses besoins, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un chien qui s'y prête bien. Ouais, voilà, c'est pas des chiens de chasse comme ça. Bon, c'est pas toujours. C'est des très gentils chiens, mais il faut savoir que derrière il y a un besoin, comme le border collie, comme plein d'autres chiens, il y a un besoin. Prendre un chien pour le rendre malheureux parce qu'on n'a pas le temps de le sortir, c'était pas l'idée. Donc là, on savait que notre mode de vie correspondait à ses besoins. Donc, elle a rejoint la famille. Et le petit dernier, qui a maintenant 2 ans et demi bientôt, qui lui est un chien vraiment spécifique pour du sport de traction, on va dire, du cani-VTT et du canicross. Que là, moi, j'ai, entre guillemets, réservé il y a plusieurs années à un ami qui fait toujours du cani-VTT avec moi. Et j'ai toujours été en admiration de sa chienne et de la relation qu'ils avaient tous les deux. Et vraiment, j'ai eu un coup de foudre sur elle. Et je lui ai dit, il y a 5 ans de ça, je crois. Ça doit remonter à 5 ans. Ah oui. Je lui avais dit, le jour où tu fais une portée, j'aimerais, si c'est possible, avoir un petit de cette chienne. Parce que j'ai toujours eu le coup de cœur sur celle-là et pas sur un autre. Et tu m'as dit que c'était quelle race, pardon ? Alors, c'est un Eurohound. C'est des croisements de plusieurs races de chiens, on va dire, d'attelage, avec un petit peu de chien de chasse croisé dedans. Donc tu peux le décrire un petit peu physiquement pour qu'on puisse Physiquement, alors c'est le plus beau des chiens du monde. Évidemment. En étant objective. Alors physiquement, ça ressemble vraiment à un chien de chasse typé braque pointer. Donc assez athlétique, chien courant, poil très court. On est sur souvent les gens le confondent avec un pointer, mais avec la tête un peu moins marquée, une tête un peu plus fine de braque, on va dire. On va dire ça ressemble à un braque allemand, voilà. Ok, ça marche. Donc lui, je l'avais réservé entre guillemets il y a pas mal d'années sur un coup de foudre et pour la pratique de ce sport. Et puis il m'a contacté avec les épisodes de Covid et tout ça, la saillie a pris un peu de retard. Et puis un jour il m'a dit tiens en fait Elsa, t'es toujours ok pour avoir un petit parce que là, on sort de la clinique et la chienne a été inséminée, la portée est en route. Oh, j'ai dit super, banco. On part sur le 4e qui a rejoint la famille, voilà. Et pour l'instant, on s'arrête là. Pour le moment, vous arrêtez là. Ouais, mais peut-être que. C'est bien. Ah, ok. Il y a toujours un projet d'un 5e, mais. C'est déjà une idée en tête un petit peu ou Ouais, pas ouais, tout à fait. Ça sera certainement une femelle pour avoir une portée de ce chien-là, de mon petit dernier en fait. Mais on a le temps, on a quelques années devant nous. Ça marche. Bon, déjà, j'imagine que la vie à 4, ça doit être mouvementé. C'est mouvementé et c'est une gestion de temps qui est particulière et c'est oui, c'est pas de tout repos quoi. Voilà. Ouais, j'imagine. Surtout, en plus, comme on va rentrer dans le vif du sujet, donc pour faire du sport avec eux, j'imagine si chacun est tracté, etc., il faut pouvoir aussi le gérer. Bon, après, si chacun a, entre guillemets, son chien, ça doit aider aussi. Donc, tu en as parlé un petit peu au début. Tu m'as dit, donc, c'est l'accueil de ton premier chien qui t'a mise au canisport. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, tout à fait. Alors, donc, cette petite chienne qui est arrivée dans notre vie, moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de triathlon. Donc quand même pas mal de courses à pied et de vélo et puis donc elle est arrivée dans ma vie, je connaissais un petit peu le canicross de nom mais sans trop de détails parce que les infos il y a 6-7 ans de ça en arrière, elles étaient pas faciles à trouver. On en parlait beaucoup moins, c'était pas simple. Donc j'avais connaissance de ce sport, mais j'en ai eu plus grande connaissance quand un ami qui faisait du triathlon avec moi à l'époque
M'a dit tiens en fait il avait un border collie aussi lui on courait avec nos chiens mais en liberté comme ça à l'entraînement plutôt en mode balade qu'autre chose et puis il me dit tiens il y a un canicross pas loin en Dordogne je connais la personne qui organise si tu veux je te donne le bulletin d'inscription et puis on y va et lui s'inscrivait aussi je lui dis bon allez banco on y va j'ai regardé un petit peu le matériel qu'il y avait besoin bon. J'ai fait à cette époque-là, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'erreurs en choix de matériel, etc. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on débute, on fait tous des erreurs. Tu voudrais nous les partager, justement, ces erreurs, pour oui, bien permettre sûr. aux personnes après, qui nous écoutent de ne pas les faire? Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais c'est surtout au niveau du choix du matériel. Moi, j'avais pas trop de notions de type de harnais qui était nécessaire pour un sport de traction, pour apporter du confort et surtout pas blesser le chien. Très peu de notions d'entraînement du chien, de préparation du chien pour une telle course. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis oh là là, on a eu de la chance que ça se passe bien en fait. Puisque moi, la chienne, elle avait jamais fait de course. Elle avait tout pile 1 an. Donc, j'avais vu dans le règlement qu'il fallait que le chien, il ait minimum 12 mois pour participer à sa première course. Donc, banco, je me suis inscrit. On s'est retrouvé sur une ligne de départ avec un départ groupé. Alors, ça se fait encore un petit peu, mais de moins en moins quand même maintenant. Donc où t'as 40 ou 50 chiens fous furieux qui pensent qu'il y a un truc, c'est de courir tellement ils sont excités. Moi, je débarque avec ma petite border d'1 an au milieu de ça. Et là, tu te dis, bon, bah, pourvu que ça se passe bien, quoi, parce que tu sais pas faire. Et ça s'est très bien passé. La chienne, elle a été fantastique. Elle a couru comme si elle avait fait ça toute sa vie, toujours devant. Elle tirait. Donc, du coup, je suis tombée amoureuse de ce sport, on va dire. Je trouvais ça génial de partager ça avec ton chien, quoi. C'est assez c'est fusionnel, le partage d'efforts, c'est assez fort comme sensation. Et puis donc j'ai commencé avec un harnais typique que t'achètes en jardinerie, le harnais de balade à 10 €, voilà le truc classique quoi. Puis j'ai fait la première course et puis j'ai adoré. J'ai commencé à chercher des infos pour trouver d'autres courses dans la région. J'en ai fait une autre, puis une autre, toujours avec le même matériel. Et puis, je crois que j'ai fait 3 ou 4 courses comme ça, 3 week-ends d'affilée. Puis un jour, là, un soir, je caressais la chienne sur le canapé, je lui grattais le ventre. Puis là, je me rends compte en fait que juste derrière les pattes avant, au niveau du ventre, du thorax, elle était brûlée à vif à cause du harnais en fait, qui était pas du tout fait pour ça. En fait, c'était un harnais de balade et puis bon, elle était bien gentille, bien brave, ma pauvre, et elle courait malgré tout. Et là, je me suis dit, oh, catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, voilà, hein, on se rapproche d'un club, on achète de l'équipement, on se renseigne et puis on fait les choses bien, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, tu fais des erreurs comme dans beaucoup de sports, je pense. Là, le problème, c'est que ce sport-là, il implique un animal qui ne parle pas et qui va pas te dire hey, s'il te plaît, le harnais, il me fait vachement mal, là, est-ce que tu pourrais pas m'en acheter un autre? Donc, ouais, c'est ça qui est pas évident. C'est vrai qu'il y a des chiens un peu plus douillets que d'autres, quoi. Exactement. Il y en a qui vont le montrer assez facilement et d'autres pas du tout. Puis il y en a qui sont guerriers et puis qui vont courir malgré la douleur, malgré les blessures. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais bon, comme je dis toujours, voilà, j'ai fait des erreurs et puis le but c'est que le moins de personnes en fassent, donc on essaye après d'accompagner les gens qui débutent le mieux possible pour éviter ce genre de choses. Ok, en tout cas, je trouve ça super intéressant aussi, tu vois, ton retour d'expérience là-dessus parce que c'est un truc où, tu vois, je pense qu'on peut aussi facilement culpabiliser quand on fait les choses pas vraiment comme il faut, etc. Et c'est vrai que des fois, on trouve pas les bonnes infos. Et en fait, ça arrive à tout le monde de se tromper. Et c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de corriger après. Enfin, c'est comme quand nous, on se met au footing. Il y en a plein qui se mettent au footing avec des chaussures pas du tout adaptées, qui courent pas comme il faut et tout. Et puis, c'est à force de faire qu'on se rend compte des choix qu'on peut modifier. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et comme je dis toujours, je pense que si on demande à tous les canicrosseurs du monde ou tous les canivététistes, tout le monde a malheureusement sa petite anecdote de dire ouais, moi quand j'ai débuté, j'ai fait ça comme erreur. Et encore aujourd'hui, même au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je pense que je continuerai à faire des erreurs. Alors ça va être sur des choses un peu plus pointues, un petit peu plus techniques, mais que ce soit sur l'entraînement du chien, sur l'alimentation.
C'est différent à chaque type de chien, enfin voilà. Et à chaque chien, j'ai envie de dire, tu repars pas à zéro, mais presque. Donc bah tu fais des petites erreurs, voilà, et puis tu réadaptes au fur et à mesure. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, quand tu veux commencer un sport, c'est vraiment bien de contacter un club, quoi, hein. Aujourd'hui, il y a les fédés qui sont là pour ça, pour recenser les clubs et pour orienter les gens qui veulent débuter. Il y a quand même de plus en plus de clubs en France, donc faut vraiment pas hésiter. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi. Bon, après, faut toujours faire attention sur les réseaux sociaux, parce que tu as toujours un peu, comme je dis, un petit peu de tout. Ouais, le club, il est quand même affilié à une fédération, donc il répond quand même à des valeurs, on va dire des valeurs sûres, quoi, dans la pratique. Et du coup, je crois qu'on s'était arrêté dans comment tu t'es mise au canisport avec les erreurs de matériel que tu avais faites. Ouais, effectivement. Si on reprend, donc tu t'es inscrite à cette fameuse course et t'en as fait d'autres et c'est comme ça que tu as eu tout simplement goût au canisport. Exactement. En tout cas, au canicross. Canicross, merci. Ouais, tout à fait. C'est comme ça que j'ai pris goût au canicross. On va dire, tu fais une course, puis une deuxième, puis une troisième. Puis en fait, tu te rends compte que tous les week-ends, tu vois les mêmes personnes parce que à l'époque, c'était quand même... Enfin, à l'époque, ça fait pas 30 ans que j'en fais, mais moi, sur ma petite expérience d'une dizaine d'années, on était quand même toujours globalement les mêmes gens de la région. On se voyait tous les week-ends, tu vois toujours les mêmes têtes. Puis au bout d'un moment, tu vas discuter à droite, à gauche. Puis tu lis des amitiés, des liens, et puis qui durent encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment sympa. Et c'est une petite famille, on va dire. C'est vraiment chouette. Et puis après, j'ai monté mon club, mon propre club, je crois, au bout de... Je crois que j'ai dû faire la première saison sans licence. Et je crois que la deuxième année, je me suis dit, allez, je monte ma petite asso, parce qu'il n'y avait rien dans l'entourage proche de là où j'habitais à l'époque. Donc je me suis dit, allez, je monte mon petit club. Je savais pas, c'est trop bien. Ouais, il est dans quel coin du coup ton club? Alors là maintenant on est à Ostens, donc au sud de la Gironde. Voilà, c'était un peu une zone dépourvue à cette époque-là de club. Et puis comme je voulais pas faire non plus 40 km ou 50 km pour aller faire des entraînements avec quelqu'un, je me suis dit allez on monte le club avec 3-4 copains. Et puis voilà, donc ça doit faire, je crois que ça doit faire 5 ans. 5 ans qu'il existe maintenant, ouais, à peu près. Ok. Trop bien. Et dans ce club, vous faites uniquement du canicross ? On fait du canicross, du cani-VTT et un tout petit peu, on a 2 adhérents et bientôt 3 avec moi, on fait du cani-trottinette, donc avec des trottinettes, des grandes trottinettes tout-terrain. Voilà. Trop cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cani-VTT ? Ouais, alors le cani-VTT, tout simplement, comme son nom l'indique, hein, c'est un sport de traction tout comme le canicross, sauf qu'au lieu d'avoir un coureur attaché au chien, on a un VTTiste. Voilà. D'accord. Qui est et comment ça se présente ? Comment ça se présente ? On a à peu près le même équipement. On a une longe, une ligne qui est un petit peu plus longue, de façon à ce que le chien soit un petit peu plus éloigné du vélo, comparé à une distance entre un coureur et le chien. Donc c'est un tout petit peu plus long. On a en plus ce qu'on appelle une barre de cani-VTT, donc qui est attachée au cadre du vélo et qui va permettre de maintenir la laisse du chien. Si le chien est plus en traction, elle permet que la laisse tombe pas sur la roue avant et s'enroule autour de la roue avant. Donc en fait, c'est une grande tige, on va dire, qui part du cadre du vélo jusqu'au-dessus de la roue avant et qui tombe à l'aplomb de la roue, de façon à ce que si votre chien ne tire plus, la laisse, elle pend devant la roue, mais elle viendra pas s'enrouler dans la roue avant du vélo. Ok. Et puis après, il n'y a pas un risque à ce qu'on roule sur notre chien, justement, s'il ne tire plus ? Il n'y a pas un risque. On ne peut pas dire que le risque n'existe pas. Après, c'est j'ai envie de dire, au vététiste d'être très vigilant et très, très à l'écoute de son chien et de bien le connaître. Sincèrement, j'ai jamais trop vu ce genre d'accident, quoi. Ok. C'est une question que je te pose parce que, tu vois, je me dis que ça pourrait être vraiment trop chouette d'essayer ça avec Floki. Mais, tu sais, il est un peu... comment dire, tu vois, un peu dans la lune, tu vois, il voit un papillon, hop, il va s'égarer comme ça. Et je me dis, mais si je fais ce genre de sport avec lui, j'ai peur d'avoir un accident, tu vois. Alors, effectivement, c'est pas évident. Et la difficulté qu'on peut rencontrer comparé à du canicross, c'est que du canicross, t'as tes 2 mains libres pour attraper la longe du chien.
en cas de, comme tu dis, le chien s'arrête, papillonne à droite, à gauche, t'as vite le réflexe d'attraper la longe, de le remettre sur le chemin, de le tenir un peu plus court, etc. Chose que tu peux pas faire en VTT, puisque effectivement tu as les deux mains sur le guidon du vélo, et puis il faut avoir un chien qui est quand même très à l'écoute et bien réceptif à la voix et aux ordres que tu peux être amené à lui donner. Donc c'est pas toujours évident de débuter en cani-VTT. Moi je dis toujours c'est bien d'apprendre au chien les bases en canicross et après de le mettre au vélo. Et après tu peux avoir des chiens qui aiment pas du tout ça. Moi j'ai les deux femelles que j'ai, la petite border qui elle apprécie pas particulièrement le cani-VTT parce que c'est pas une chienne qui a beaucoup de vitesse et beaucoup de force. Donc tu vois que ça a jamais été son truc, j'avais essayé un peu, mais clairement tu sens qu'elle le fait parce qu'elle veut te faire plaisir, mais c'est tout quoi. Et la braque de Weimar avec laquelle j'avais essayé, qui elle déteste ça, et clairement elle se met à côté du vélo, voire elle s'arrête, et elle te regarde en disant c'est pas du tout drôle ton sport. Donc, tu peux avoir des chiens qui ont peur du vélo, peur des bruits de freinage, ou qui tout simplement n'aiment pas particulièrement ça. C'est quand même assez... on va pas dire que c'est spécifique, mais effectivement, un chien qui a jamais fait de sport de traction, qui a pas de notion et comme tu dis, qui peut être amené à papillonner, à pas être trop concentré, ouais, tu commences pas tout de suite par du cani-VTT parce qu'effectivement, tu as un risque que le chien fasse demi-tour, qu'il ait peur du vélo, qu'il ait peur du bruit du freinage, qu'il ait peur de... Et puis, t'es pas à pied, t'es sur un vélo, donc c'est pas toujours évident. Et encore plus si la personne n'est pas non plus très très à l'aise en VTT. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, donc de commencer par un autre sport de traction sur lequel tu es plus la main, oui. Et aussi d'habituer son animal à voir déjà un vélo s'il en a jamais vu, à entendre les bruits qu'il fait, etc. Est-ce que en passant par un club, ça c'est quelque chose qu'on peut plus facilement appréhender? Ouais, tout à fait, puisque tu auras toujours les bons conseils et des retours d'expérience des pratiquants qui vont te partager leur expérience à eux, la façon dans laquelle ils ont commencé vraiment le cani-VTT, ce qu'ils ont fait avec leur chien, ce qui a marché, pas marché. Ça marchera peut-être pas avec le tien, mais au moins tu auras peut-être des pistes en disant on peut peut-être essayer ça sur mon chien. Ou tu peux avoir souvent le cas aussi des chiens qui débutent le canicross, c'est pas inné pour eux la traction. Ok, ils ont le harnais, ils ont la longe, mais ils vont courir à côté de toi sans forcément être devant et sans montrer, on va dire, une grande envie au début. Le fait d'être dans un club, tu vas faire un entraînement avec un chien qui sait faire, un binôme qui sait faire, un chien qui va avoir de l'envie, un peu d'excitation. Et souvent en fait les chiens, et c'est tout simplement un instinct, j'ai envie de dire naturel, c'est de suivre l'autre chien qui va courir, et puis tu peux faire découvrir à ton chien vraiment à l'aide d'un autre. Moi c'est toujours ce que j'ai fait quasiment sur tous mes chiens. Quand tu commences qu'ils sont tout petits, t'en as un autre qui les accompagne au début juste pour donner l'envie d'aller vers l'avant, l'envie de courir en fait, qui est pas inné chez tous les chiens malheureusement. Il y en a c'est pas leur truc quoi. Bien sûr, après comme tout le monde, chacun son truc. Et comment t'es passé toi justement du canicross au cani-VTT? Enfin même si d'après ce que j'ai compris tu pratiques les deux, mais qu'est-ce qui t'a lancé dans le cani-VTT? C'est un peu particulier. Moi je faisais beaucoup de canicross donc au début. Et puis je regardais toujours, donc sur toutes les courses, ça commence souvent par l'épreuve VTT le matin et puis les canicrosseurs avant, donc on regardait ça et je me dis c'est chouette le VTT, un jour j'essaierai. Et puis un jour, pas fait comme un autre, je me suis dit tiens allez je m'inscris en VTT parce que j'étais persuadée que donc le deuxième border qu'on a adopté, il en avait déjà fait lui, dans la famille d'accueil dans laquelle il était. Je me suis dit je suis sûre qu'il irait super vite, c'est un chien qui court très vite et qui écoute très très bien. Je me suis dit allez, on essaye, et puis je me suis inscrite par hasard et première course, première victoire. Et là je me suis dit ah ouais quand même le chien il va bien, et je voyais que ça lui plaisait quand même vachement plus que le canicross parce que c'est un chien qui adore la vitesse, et là il pouvait vraiment exprimer son besoin de vitesse. En canicross, si t'as pas un coureur qui court à 20 à l'heure, le chien, il est quand même, on va dire, un peu pénalisé, quoi. Il peut pas exprimer. Et là, le chien, il pouvait courir à une vitesse qui l'éclatait, quoi. Donc,
Ben, on a commencé comme ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, c'est un autre sport, en fait. C'est d'autres sensations. C'est une autre relation avec le chien, puisque comme je disais, autant en canicross, tu peux vite gérer. Tu peux plus facilement gérer une erreur de direction, une erreur de parcours, une faute d'inattention du chien. En cani-VTT, t'as les deux mains sur le guidon et le chien, s'il écoute pas ta voix ou s'il a pas un minimum d'expérience pour gérer un parcours, voilà, c'est pas la même histoire, quoi. Donc c'est encore plus fusionnel. Je trouve le VTT, pour moi, c'est vraiment plus fusionnel que du canicross. Et ouais, du coup, je suis tombée amoureuse de cette deuxième discipline, on va dire, avec d'autres sensations. Et puis des sensations de vitesse plus importantes, puisque moi, je suis pas une coureuse qui a un grand niveau, donc on peut pas dire que je cours à 17 km/h, quoi. Donc, en termes de sensations de vitesse, je suis limitée. Par contre, en vélo, en vélo, tu peux vraiment te faire plaisir et avoir, on va dire, des frissons qui sont c'est différent. C'est un autre sport. Et du coup, voilà, c'était parti et j'ai fait quelques années de cani-VTT avec ce chien-là, jusqu'à l'ultime épreuve où on a réussi à se sélectionner pour un championnat du monde. Oui, on reviendra après là-dessus. Je voulais juste finir rapidement donc, sur la pratique du cani-VTT. Donc tu m'as dit qu'au niveau du matériel, tu as donc toujours un harnais, c'est le même harnais que tu as pour le cani-VTT que pour le canicross ? Oui, tout à fait, c'est le même harnais. Ouais. Ok. Et ensuite, tu as ta barre de traction donc, entre le vélo et le chien. Ouais, et puis une longe un petit peu plus grande. Et puis après, au niveau de l'équipement du VTTiste, casque et gants, on va dire voilà. Vélo classique, quoi. Alors VTT. Pardon, VTT. Oui, justement. Donc, du coup, VTT, tu pratiques ça donc sur quel type de terrain ? Si on peut s'imaginer un petit peu une course cani-VTT, à quoi ça ressemble ? Forêt essentiellement, hein. On va dire c'est de la piste forestière, du chemin de forêt, hein, pour tout simplement pour un confort pour le chien. En fait, on essaye de pas courir sur des terrains trop durs. On n'est pas sur des terrains. Alors, tout dépend des courses, hein. Je vais rester, on va dire. Si on compare ça à du pur VTT, comme moi je peux pratiquer aussi à côté du VTT XEC, on va dire, on est quand même sur des parcours beaucoup moins techniques, hein. On va pas descendre des marches, sauter des troncs d'arbres, etc. On est quand même sur des choses quand même plus faciles pour du VTT, puisqu'il y a quand même le chien, faut que le binôme puisse franchir les difficultés quand même. Donc ça reste du VTT sur du chemin de forêt, avec des montées, des descentes, mais ça reste des choses pas comme on peut voir des compétitions de VTT à la télé, quoi. Ouais. Il y a un chien en plus, donc c'est. Il y a un chien en plus, donc faut quand même que le binôme puisse franchir tout le parcours, quoi. Complètement. Et du coup, ton chien, il tracte montée comme descente. Alors, ça dépend des chiens. Ça dépend des chiens et ça dépend de comment tu les... comment on pourrait expliquer ? Ça dépend de comment tu vas les construire, entre guillemets. Tu vas les construire un peu à ta façon de rouler, à ta façon de faire du VTT. Et chaque chien est quand même différent en fonction du VTTiste avec qui il pratique. Tu vois, moi, j'ai une amie qui fait du cani-VTT depuis longtemps. Et puis un jour, à un entraînement, je ne sais plus pour quelle occasion, on faisait un entraînement ensemble. Et puis elle avait deux de ses chiens, donc elle avait son berger australien avec lequel elle a fait des années de cani-VTT, elle a gagné beaucoup de courses, etc. Et puis elle me dit, tiens, si tu veux, tu le prends. Et puis moi, je prends mon autre chienne et puis on fait un petit parcours ensemble. Je dis, ok, pas de problème. Et là, je découvre un chien, mais complètement différent du mien. Et elle, son chien, elle l'a toujours habitué, vu qu'elle avait des petites lacunes et moins de force dans les côtes, par exemple, elle avait plus de mal à pédaler. Elle, son chien, elle l'a habitué et elle l'a éduqué pour que dès qu'il y a une côte, le chien, il donne son maximum pour arriver jusqu'en haut de la côte et l'aider à monter cette côte. Et moi, qui étais plus vététiste et on va dire, j'avais moins de difficulté à monter une côte, quand le chien, en bas de la première côte, il a lancé l'accélération, sans que je lui demande rien, j'ai fait « waouh !» Mais j'ai pas compris en fait. Et après, elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais oui, mais moi j'ai toujours travaillé comme ça. Et il sait que quand il y a une côte, il doit se donner à 100%, point final. Ah ouais. Et moi, mon chien, c'est l'inverse. Mon petit border que j'avais, vu que c'est un chien qui a beaucoup de vitesse, mais pas beaucoup de force, on va dire. Moi, à l'inverse, mon chien, je l'ai toujours appris dans les côtes à aller doucement. Et c'est moi qui fournissais l'effort.
et lui il relâche un peu parce que c'était, on va dire, un moment où c'était une zone de récupération pour lui. Et c'est moi qui fournissais l'effort parce que physiquement, j'étais à l'aise dans les côtes. Donc en fait, chaque binôme se construit un petit peu à sa façon en fait. Non, mais je trouve ça fou de voir justement ça, enfin cette complémentarité en fait qu'on Ouais, peut trouver ouais, ouais. dans chaque binôme. Ouais, Enfin, comme si de par hasard le tien était moins fort là-dessus, alors que toi c'est ton point fort. ouais. Enfin, je trouve ça assez fou. C'est assez fou et c'est aussi en partie, enfin, une des raisons pour laquelle c'est très difficile et ça se fait quand même très peu. Et moi, je le fais pas. Par exemple, je prête pas mon chien à quelqu'un pour faire du cani-VTT. Parce il est habitué à ma façon de rouler, il a mes codes, il a mes ordres, et c'est très compliqué. Je trouve que c'est Oui, très comme compliqué. tu l'as dit, c'est un sport très Ouais. fusionnel, beaucoup Ouais, plus ouais. que le canicross, quoi. Voilà, ça demande une grande confiance, ça demande que le binôme se connaisse bien. On le fait de temps en temps avec un ami, justement mon ami espagnol de chez qui vient ce chien-là, qui a lui les 3 autres frères et sœurs. Donc ils ont le même âge, c'est les mêmes types de chiens et c'est arrivé sur quelques entraînements qu'on échange les chiens. Alors ils sont quand même très similaires dans leur façon de travailler, donc j'ai relativement confiance. Je sais que c'est des chiens très fiables et tu peux rouler très vite, ils feront pas d'erreur. Mais c'est quand même particulier. Donc c'est intéressant à faire, mais voilà, chaque chien est vraiment fusionnel avec son binôme et à sa façon de faire, à sa façon de courir, à sa façon de prendre les virages, etc. Quoi, voilà. Ça donne trop envie d'essayer. Ouais. Et justement, toujours dans cette lignée des choses à faire et ne pas faire, entre guillemets, est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui aimeraient tenter l'expérience du cani-VTT ? Ouais, alors des conseils, j'en ai 1 milliard. Je sais pas si c'est les bons, mais comme je disais, le cani-VTT, c'est pas comme de la course à pied. C'est pas que t'as moins de choses à gérer, mais dans la course à pied, bon bah t'as ton chien, t'as le coureur. En cani-VTT, tu rajoutes un facteur supplémentaire qui est le vélo, qui change énormément de choses. Et puis, c'est pas comparable à une pratique de VTT classique. C'est-à-dire que moi, j'ai de par mon métier, donc je travaille, tous mes collègues sont des VTTistes ou des gens qui font du vélo de route à un niveau bien meilleur que moi d'ailleurs. Et puis de temps en temps, ils sont curieux de mon sport, ils voient ma pratique, ils sont un petit peu curieux de découvrir et de savoir comment ça se passe. Et quand je leur explique ou que je leur montre des vidéos d'entraînement ou des choses comme ça, la première chose qu'ils me disent, c'est « mais t'es folle ». Ils m'ont dit « mais tu vas à cette vitesse-là ». Ils m'ont dit « mais tu vas à cette vitesse-là accrocher un chien ». Il me dit « mais si le chien il s'arrête ou il tourne ou il fait… » Ah bah j'ai dit « il le fait pas en fait parce que c'est un travail, c'est un apprentissage, etc. » Donc je dis « c'est ça qui est beau dans notre sport en fait ». Mais le fait d'être accroché au chien, ça change la façon de conduire le vélo, ça change les réglages du vélo, ça change beaucoup de choses. Et moi, ce que je conseille vraiment avant de commencer le VTT, c'est de faire du VTT tout court, en fait. C'est d'apprendre les bases, savoir monter une côte, savoir descendre une côte, avoir des notions de franchissement, alors sans aller dans des trucs trop techniques, mais passer un fossé, toutes ces petites choses-là, on va dire de la maniabilité basique que tu apprends en école de cycle en école de cyclisme et en pratique de VTT en restant dans du basique. Pour moi, faut déjà commencer par ça, si tu veux pas te faire peur ou pas avoir d'accident. Parce que si déjà tu t'attaches à un chien qui débute et que toi aussi tu débutes le vélo, je dis pas que c'est infaisable, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont débuté comme ça et je critique pas ou quoi que ce soit. Mais je pense que tu prends des risques. Et pour toi, et pour le chien, et pour l'évolution du binôme. Je trouve que c'est quand même moins facile quand les deux débutent ensemble, quoi. C'est bien, voilà, de prendre contact avec un club de VTT et d'aller faire un petit peu de VTT tout seul déjà. Pour ne serait-ce d'avoir des notions de freinage, de passage en courbe, et puis de la petite maniabilité classique, quoi. Trop bien. On peut maintenant, je pense, revenir donc sur ton parcours cani-VTT. Ouais. Donc, tu fais cette première course où tu arrives première et là, ça ouvre un champ des possibles, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ça ouvre un champ des possibles parce que je me rends compte que le chien, il s'est amusé, que moi, j'ai adoré.
et qu'on a un petit potentiel tous les deux pour une première course, un résultat comme ça, je me dis c'est chouette, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose et qu'on pourrait s'épanouir dans ce sport-là. Je pourrais m'épanouir dans ce sport-là avec lui, quoi. Donc on se lance dans l'aventure et puis on enchaîne les courses et il a toujours fait des très 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 beaux résultats. Quand même beaucoup de courses gagnées. Avec d'autres chiens quand même, parfois beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts que lui, beaucoup plus où tu te dis là ça va être dur, et en fait il a toujours sorti on va dire une carte cachée de sa manche et tu te dis putain il a encore gagné. Et il m'a toujours impressionné ce chien, par sa détermination, son caractère, son courage, malgré que il n'a pas toutes les qualités rêvées du chien de traction. Il court pas à 40 km/h, mais il sait faire plein d'autres choses. Et du coup, notre binôme était très, très complémentaire et fonctionnait bien, quoi. Donc, on a fait 5 ans de cani VTT ensemble. Et du coup, sur la dernière année, on a eu la chance de faire une jolie place sur un championnat de France. Wow. qui servait de sélectif pour aller au championnat du monde. Donc on a décroché notre billet pour les championnats du monde et c'était dans sa 7e année. Donc je me suis dit allez, on tente l'aventure. Je savais que ça reste un border collie et malgré qu'il soit fantastique en VTT, il y a d'autres chiens beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides et que là tu cours parmi les meilleurs mondiaux. Donc tu y vas parce que l'aventure est belle, tu y vas pour donner le meilleur de toi-même, mais tu te dis pas que le podium est envisageable, quoi. Mais on n'a pas démérité et on a fait une super place. On s'est bien bagarré et on en a pris plein les yeux. Et je me suis dit c'est une belle course pour clôturer cette aventure, parce que 7 ans, ça reste un chien de berger. C'est pas, faut pas l'oublier que c'est pas un chien de traction à la base. C'est pas un chien fait pour tracter. Il faut les ménager, il faut les préserver quand même. Donc je me suis dit allez, il en a assez fait. On va le préserver. Du coup c'était sa dernière saison de cani VTT. Alors il n'a pas arrêté pour autant, hein. Il fait du canicross avec mon conjoint, mais parce que c'est moins de vitesse, moins difficile. Là on commençait à atteindre des vitesses où je me rendais compte que le facteur limitant c'était, en termes de vitesse, hein, on va dire, ça devenait lui en fait, parce que au bout d'un moment il plafonnait et moi j'arrivais à détendre la longe et il pouvait plus en fait suivre le rythme. Donc je me suis dit avant de le dégoûter, de le blesser, on arrête là et puis voilà, maintenant il s'éclate avec mon conjoint, il fait encore un peu de canicross. Trop bien. Comment tu prépares un championnat du monde ? Waouh. Alors le premier que j'ai fait, c'était ma première fois. Alors, je ne l'ai pas vraiment préparé, en fait. J'avais demandé conseil à un ami qui me suit beaucoup et qui m'aide beaucoup dans le travail du chien et dans la gestion de mes émotions, on va dire. Et je lui ai dit comment je fais entre le moment où j'ai eu où on m'a dit que j'étais sélectionnée et le moment où il y avait les championnats du monde, il y avait 3 semaines d'écart. Donc moi, je me suis dit... Ah oui, ça laisse pas beaucoup de temps. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire en 3 semaines pour être préparé au mieux ? Et il m'a gentiment répondu, mais rien. Il m'a dit 3 semaines, rien. Il m'a dit, tu sais faire du cani VTT, ton chien il a 5 ans d'expérience, il n'y a rien à faire. Il m'a dit, vous êtes prêts ? C'est une course comme une autre et il ne faut pas se monter la tête en fait, puisque comme on dit souvent, nos chiens, pour eux, que tu sois... au fin fond de l'Allemagne pour un championnat du monde ou sur une course ici en Gironde, ton chien, pour lui c'est une course, quoi, point final. Donc je pense qu'il faut l'aborder comme ça, en se disant que le but c'est de se donner à 100%. Donc on l'a abordé comme ça, hein, malgré le stress et tout ça, mais j'avais peur. Du coup, pour
pour pouvoir s'imaginer à quoi ça ressemble une course, parce que je me dis, les sentiers doivent être assez petits. Vous passez chacun votre tour sur un Ouais, tout à parcours et fait. c'est chronométré ou vous êtes tous Alors, en même temps? en canicross, tu peux avoir, comme je le disais tout à l'heure, tu peux avoir des courses avec des départs, ce qu'on appelle en mass start, c'est-à-dire, on fait partir tous les concurrents ensemble. Ça se fait quand même de moins en moins puisque faire partir 40 binômes ensemble, déjà il faut avoir une zone de départ suffisamment grande et large pour que personne soit gêné. Et ça rajoute quand même des risques d'accident de par l'excitation du chien. Des fois, ils sont tout foufous et puis ils gèrent pas leurs émotions et puis ils vont avoir tendance à aller vouloir pincer le copain à côté alors qu'ils sont pas méchants à la base, mais c'est le phénomène, l'excitation. Oui, voilà. trop d'excitation. Donc ça, il y en a quand même de moins en moins. On va dire que maintenant en canicross, on part plutôt par vague, par des petits groupes de 5 ou 10 personnes ou des fois 2 par 2. Et ça passe un petit peu mieux, ça permet d'avoir des chiens un petit peu plus calmes et puis moins de stress sur le départ. En cani-VTT, on part individuellement. Il y a eu quelques courses où il y a des départs des fois 2 par 2, mais voilà, il faut vraiment que la piste soit large pour être sûr que personne se gêne et suffisamment de place. Mais c'est des départs individuels en VTT toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, ça dépend du type de parcours. Donc globalement, tu peux être amené à doubler quelques concurrents, hein, ça arrive en fonction des niveaux. Quand tu pars par niveau, j'ai envie de dire, en fonction du classement de la veille, parce que ça arrive des fois que tu fais des épreuves sur 2 jours et le départ du dimanche est fait en fonction du résultat de la veille. Là, du coup, tu pars avec des gens qui sont devant toi sont plus rapides et des gens derrière toi qui sont moins rapides. Donc il y a très peu de dépassements. Et globalement, ta course, j'ai envie de dire, tu l'as fait sans voir personne, quoi. Enfin, tu prends ton départ, tu fais ton parcours. Des fois, tu aperçois au loin le VTTiste devant toi, mais tu as beaucoup moins de dépassements de binôme, quoi. Et effectivement, voilà, donc c'est chronométré. Et puis à l'issue de ça, tu as un petit classement. Trop bien. Et tu fais combien de kilomètres? Et tu as un peu les stats... on va peut-être se concentrer sur cette grande course. Combien de kilomètres c'était et avec combien de dénivelé? Alors, que je me souvienne, ils nous avaient réduit Si tu appuies les chiffres, c'est pas grave. Ils nous avaient réduit le parcours à cause des températures. La température était un peu élevée pour la saison et pour la sécurité des chiens, pour pas qu'on ait de surchauffe au niveau des chiens, on va dire, et de coups de chaud qui sont très très dangereux pour eux. Ils avaient réduit le parcours. Si je dis pas de bêtises, 3 km ou 3 km 5, quelque chose comme ça. Mais à la base, c'était prévu 5 km, 5 km 5, c'est les moyennes, on va dire. Ça tourne autour de 5 km plus ou moins, et c'est réduit en fonction des températures. Si pour la saison, tu as une température trop élevée, les juges de course réduisent la distance, quoi, pour protéger les chiens. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, 5 km, ça peut paraître peu au final, mais bon, le chien, il est au maximum tout le long et exactement. Il tracte en vélo quand même. En fait, ils arrivent alors que ce soit autant en cross qu'en vélo, en fait, ils se donnent tellement dans l'effort, et puis c'est un animal qui transpire pas, donc qui ventile, ils peuvent pas faire baisser la température aussi facilement que nous. Donc, tu es obligé d'adapter les distances pour que le temps d'effort soit raccourci et qu'on protège les chiens dans la pratique, quoi. Ok, on a fait le tour du coup là sur ton parcours cani-VTT avec Léo. Tout à fait. J'aimerais faire un petit focus sur comment prendre soin de son chien quand on fait du sport avec. Parce que je pense que c'est pas à laisser au hasard et c'est important aussi pour qu'il puisse en faire le plus longtemps possible et bien vieillir. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières que tu conseillerais pour prendre soin de son chien quand on fait du sport avec lui? Ouais, tout à fait. C'est super important ce que tu viens de dire, de le souligner, ce que tu as dit, si tu veux pratiquer du sport avec ton chien et le pratiquer longtemps, en fait. Faut pas oublier, mais j'espère que notre sport est en train de grandir, est en train de se développer, est en train d'évoluer. Moi, je dis toujours qu'en France, on est un petit peu en retard sur d'autres pays, mais parce que le sport de traction, c'est pas originaire de notre pays, donc forcément, tout ce qui est pays de l'Est, pays nordiques, ils ont quelques années d'avance sur nous et sur l'entraînement, sur les soins du chien, etc. Nous, on est un petit peu, je vais pas dire en retard, parce que c'est pas ce que je veux dire, mais on commence à s'y intéresser, mais on est un petit peu plus novice.
Et puis, quand tu pratiques en amateur et quand tu commences à pratiquer, quand tu pratiques en loisir et quand tu commences à y prendre goût et vouloir plus pratiquer pour de la performance et de la compétition et aller chercher toujours le meilleur, il faut vraiment pas oublier que ton binôme, c'est un athlète à part entière en fait. Il a besoin d'entraînement comme toi, il a besoin d'une alimentation, il a besoin d'une hydratation particulière. Il va avoir besoin aussi d'étirement, d'échauffement, de phase de récupération. Et ça, moi, je l'ai découvert, tu vois, quand je compare ma pratique il y a 6 ans de ça et ma pratique aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir en fait. C'est-à-dire que le chien avec lequel je pratique le cani-VTT aujourd'hui, avec Sagan, pour moi, je l'entraîne, je le prépare, je le nourris, mais comme un sportif comme moi je m'entraîne en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est un sportif de haut niveau en fait. Enfin, je lui demande un effort très dur. Il faut qu'il soit préparé à cet effort-là. Il a un planning d'entraînement, il a une préparation physique que je mets en place avec mon coach à moi qui m'entraîne. On travaille sur la préparation du chien. Il a des jours d'entraînement, il a des jours de repos, il a des jours où il va nager. Voilà, ça devient, voilà, faut les considérer comme des sportifs à part entière et c'est d'autant plus important si tu veux pratiquer longtemps avec ton chien. Si je veux que, aujourd'hui il a 2 ans et demi, si je veux qu'à 7 ans et demi ou 8 ans, je sois encore au départ d'un cani-VTT et qu'il n'ait pas de douleur, il n'ait pas d'arthrose, il n'ait pas de raideur musculaire et tout ça, c'est aujourd'hui que ça se prépare en fait. C'est sur du long terme, il faut vraiment voir ça sur du long terme. Et sur l'alimentation aussi. Si tu compares avec alors je vais parler du cyclisme parce que moi c'est le sport qui me parle le plus, mais bon ça marche aussi pour un coureur à pied. Plus tu cherches la performance, plus tu vas faire attention à ton alimentation. Avant une course, pendant un effort, après un effort, plus tu vas faire attention à la façon dont tu t'entraînes, à la durée d'entraînement, à la qualité, à un exercice spécifique, etc. Donc il faut vraiment pas le négliger et je me dis que même à un niveau de loisir, sans parler de performance ou d'aller faire un championnat du monde ou quoi que ce soit, même à un niveau de loisir, je pense que ça a aussi son importance si tu veux que ton chien il ait une belle, on va dire des belles années de sport avec toi et pas de soucis de douleur articulaire parce que tu en as un petit peu trop fait quoi, sans faire attention. Ok. Et justement, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place pour des personnes qui font du sport avec leur chien ? Et de pas trop en faire, tout simplement. De pas trop en faire, comme je disais. Moi, voilà, je vais revenir sur mon expérience avec ma première chienne avec laquelle, voilà, comme je disais, malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai commencé, elle avait tout pile 1 an. J'en ai fait beaucoup trop d'entraînement, beaucoup trop de courses sur une chienne qui était trop jeune. Beaucoup trop. C'est quoi beaucoup trop ? On allait courir tous les jours. Je faisais des courses tous les week-ends. Pas mal d'entraînements, même tractés. Et je l'ai payée quand elle a eu 6 ans. Quand elle a eu 6 ans, elle a commencé à avoir un problème de calcification sur les pattes avant, sur les articulations. Donc en échangeant avec un vétérinaire spécialisé là-dedans, il m'a dit il m'a pas dit que c'était à cause de ça, hein. Il s'est pas permis de dire ça. Mais il m'a dit ça, peut-être que ça en fait peut-être partie. Ça peut en faire partie. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je pense certainement que ça en fait partie, quoi. Je pense qu'elle avait peut-être pas fini sa croissance au final. Aujourd'hui, les âges de chiens, la réglementation, elle a un petit peu évolué. Et le début en compétition, l'âge des chiens a été retardé. Enfin, un petit peu rallongé, et je pense que c'est bien. Faut pas être pressé de vouloir commencer. Faut pas vouloir faire des trop grandes distances tout de suite. Après,
Comme tu le disais aussi, c'est au début au début de notre échange, les connaissances, elles ont beaucoup évolué Exactement, depuis. Enfin, exactement. ce qu'on te disait il y a 6 ans, bah, enfin, ce qu'on te dit aujourd'hui, on ne le savait pas il y a six Alors ans je aussi. pense qu'on Donc, le savait, mais ça a mis du temps à se mettre en place. Et peut-être que dans 5 ans, ça sera encore remodifié parce que il y a il y a tout un bien tas sûr. d'études vétérinaires qui sont faites, il y a tout un tas de choses qui sont faites autour de ce sport pour préserver nos chiens et puis et faire du mieux qu'on peut pour pas les blesser, j'ai envie de dire. Donc vraiment dans la pratique, et moi tu vois c'est ce que je conseille aux gens de mon club qui débutent avec leur chien. J'ai un ami de mon club là qui a une petite chienne border collie aussi avec laquelle il commence le canicross. Et puis il me parlait des entraînements qu'il commençait à lui faire. La chienne elle a un petit peu plus d'1 an je crois, ou à peine 1 an. Et je lui ai dit mais je t'arrête tout de suite, c'est beaucoup trop en fait. Je dis, il faut faire beaucoup moins. Je dis c'est pas la peine de... C'est sûr que ça nous fait plaisir, on a envie, quand tu as goûté à ce On a sport, tu as envie, bien envie. sûr. Mais il faut vraiment y aller tranquille. Voilà. Moi aussi, hein, si je m'écoutais, je mettrais le harnais tous les jours avec le VTT et je me ferais plaisir tous les jours. Mais en fait, non. Il y a vraiment, faut vraiment écouter les besoins du chien, lui accorder vraiment du repos, puis des phases d'entraînement. Moi, je dis toujours, il faut s'inspirer un petit peu de ce qu'on connaît chez l'homme. Quelqu'un qui fait de la course à pied, qui fait du 10 km, il ne fait pas des entraînements de 10 km. Tu vois, il fait des entraînements beaucoup plus courts, il fait des entraînements spécifiques, mais il ne va pas aller faire tous les jours 10 km. Et je me dis qu'il faut s'inspirer un petit peu de ça. Ce qui marche chez l'homme peut fonctionner aussi chez le chien en termes d'entraînement. Voilà, quand tu prépares un marathon, tu cours pas tous les jours un marathon, quoi. Donc voilà, et encore, je le redis encore, hein, vraiment le mieux pour débuter, je trouve que c'est se rapprocher d'un club. Moi, j'ai pas la science infuse. J'apprends encore tous les jours. J'apprends et j'espère apprendre encore tous les jours et en fonction des chiens qui passeront dans ma vie. Et comme je te dis, entre ma première border avec qui j'ai commencé et aujourd'hui Sagan avec lequel je fais du cani-VTT, qui est un chien complètement différent mais avec lequel on vise vraiment la performance, et mon approche elle est complètement différente, mais complètement différente. C'est cool, c'est qu'on t'a appris des choses, les choses ont évolué. Oui, et puis je pense, comme je dis, voilà, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs avec lui en fait. Hein. Ma première saison, j'ai fait quelques erreurs. On a mis sa première année de course en fait. Ça a été une année de petites erreurs consécutives. Alors pas très grave, hein, parce qu'il n'a pas eu de blessure ou quoi que ce soit, mais d'erreurs d'alimentation, d'heures de repas, d'échauffement, de récupération, Bon voilà, tu te dis avec ce chien-là, ça marche, ça marche pas, le repas à telle heure, enfin voilà. Et puis en échangeant beaucoup avec d'autres pratiquants en fait aussi. Ouais, j'imagine. Je revenais juste sur le point alimentation, parce que tu as dit ça tout à l'heure et ça a amené une question. Tu parlais beaucoup de l'alimentation du chien quand tu fais du sport, que ce soit à haut niveau ou pour le loisir. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, avant ou après une course, tu donnes quelque chose à ton chien, enfin peut-être pas avant, j'imagine, mais quelque chose pour qu'il récupère ou quoi, en plus de sa ration Ouais, habituelle? alors moi, ils ont beaucoup de choses par jour. euh... Même ceux qui font pas de la compétition? Alors non, ceux qui font pas de compétition, ils ont une alimentation plutôt classique, mais toujours avec des petits compléments pour les vitamines, les machins, tous ces trucs-là, parce que même s'ils font pas de la compétition, ils font aussi des entraînements avec les autres en fait. Donc quelque part, ils font aussi un effort et j'essaie de combler ce besoin-là. Pour savoir quelles vitamines tu leur donnes, etc., tu as fait appel à un spécialiste ou c'est toi, au fur et à mesure des expériences et des échanges avec d'autres personnes, que tu as su sur quoi C'est fallait plutôt tabler? avec des échanges et plutôt des échanges que des spécialistes, puisque c'est pas toujours évident comme je dis, c'est un sport qui est de plus en plus connu, mais tu as des vétérinaires qui sont très bien et qui vont bien te conseiller dans l'alimentation du chien à l'effort. T'en as qui connaissent moins bien. Voilà, c'est comme, je reviens encore une fois sur l'alimentation du sportif. Donc non, c'est plutôt en échangeant avec les pratiquants qu'on a modifié au fur et à mesure les compléments, l'alimentation. Et encore aujourd'hui, je cherche toujours à avoir
le meilleur du meilleur, sans devenir parano, mais tu veux pas qu'il manque de quelque chose ou qu'il n'ait pas suffisamment d'énergie pour couvrir un effort, et puis ce qui peut aussi engendrer à long terme des blessures, hein. C'est comme pour nous. Donc l'alimentation elle est quand même importante. Et pour te donner un exemple, en période de compétition, moi les chiens donc le mien de Cani-VTT, là Sagan, il a ce qu'on appelle un protocole d'hydratation. C'est-à-dire qu'on le surhydrate entre guillemets, parce que cette hydratation forcée, elle va permettre de moins monter en température pendant un effort. Voilà, de mieux résister à l'effort. Donc tu le surhydrates, j'imagine, à une période plusieurs fois par jour, toutes les ça. semaines. C'est très contraignant. Et il faut que ce soit... c'est pas facile à mettre en place, hein. Je te l'accorde. Et cette hydratation forcée, elle permet aussi plus tu apportes de l'eau dans le corps, plus tu vas nettoyer aussi tout ce qui est toxines liées à l'effort. Donc en fait, nous, ce qu'on cherche, en parlant vulgairement, c'est que le chien il fasse pipi transparent, quoi. Il faut qu'il fasse pipi transparent. C'est signe qu'il y a plus de toxines et qu'il a une meilleure récupération. Et encore une fois, c'est ce qu'on fait chaque sportif, hein. On sait que à l'effort, on va consommer tant de litres d'eau par heure, plus s'il y a de la chaleur. Que ton hydratation elle est importante avant une course, que ton hydratation elle est importante après la course pour nettoyer le corps. C'est valable aussi sur le chien. Donc par jour il a trois gamelles. Alors je lui mélange avec soit un petit peu de viande ou soit un petit peu de 3 croquettes ou un petit peu d'huile. Pour le forcer à boire, puisque naturellement il va pas vider 3 gamelles par jour, quoi. Oui. Donc on le force à boire. Qui dit forcer à boire dit qu'il va avoir plus souvent envie de faire pipi. Et puis ça permet de savoir aussi, quand tu hydrates ton chien, combien de temps il va mettre à digérer cette eau, entre guillemets. C'est très pratique sur une course. Donc tu fais quelques tests à la maison, tu donnes la gamelle et tu chronomètres au bout de combien de temps il va faire pipi. Et d'un chien à l'autre, c'est pas toujours le même temps. Donc c'est intéressant aussi pour bien les connaître, pour bien hydrater avant le départ d'une course par exemple. Pour pas que tes soucis, c'est pareil, hein, de douleurs musculaires, de crampes, de quoi que ce soit, etc. On force vraiment cette hydratation-là. Mais avant de prendre le départ, il faut qu'il ait fait entièrement pipi. Donc si tu sais pas combien de temps il va mettre à évacuer la gamelle d'eau qu'il a bu, tu sais pas à quelle heure tu vas la donner avant le départ, etc., etc. Bon, après ça, c'est quand tu rentres vraiment dans du perfectionnement et des choses poussées, etc. Mais l'hydratation, elle est quand même importante, même sur une pratique de loisir, quoi. Donc pour te donner une idée en période d'entraînement et de compétition, il va avoir à peu près entre 3 et 4 gamelles comme ça par jour, quoi. Donc c'est pas facile à gérer. Des fois il en a moins, hein. Des fois tu vas au travail et puis il y a personne la journée, donc il en a que 2 et puis on fait au mieux, hein. On peut pas toujours être au top, mais voilà, on cherche toujours à améliorer les choses, quoi, on va dire. À leur apporter le maximum. Ok, ça marche. T'as un petit chien qui chante là, non? Il chante beaucoup. Il chante beaucoup, ouais. Il aime pas être séparé de sa maman. Oui, je connais, t'inquiète. Du coup, bonne nouvelle pour lui, on a presque fini. Voilà, il va être content. Ouais, j'ai juste une autre question, en vrai 2, après je t'embête plus. Ouais. Tu disais tout à l'heure donc que t'as arrêté les compétitions avec Léo. Oui. Et donc, tu as pu le voir parce que il tient un peu moins la cadence, un peu moins le rythme en Cani-VTT. Est-ce que y a d'autres signes qui peuvent montrer qu'il est temps de ralentir le rythme avec son chien? Et comment on fait pour ralentir le rythme? Sans parler de compétition nécessairement. Tu vas le voir, tu peux le voir sur des facteurs après l'effort. C'est-à-dire un chien qui va avoir des raideurs, qui va avoir du mal à... Alors ça peut être un souci d'alimentation ou d'hydratation, hein, mais ils sont comme nous, hein. Avec l'âge, t'encaisses moins bien les entraînements et puis le lendemain, t'as plus de raideurs musculaires où il te faut un petit peu plus de jours pour récupérer. Ça, c'est un premier signe.
Moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que vraiment, je commençais sur certains parcours très rapides, le facteur limitant, c'était plus moi, ça devenait lui. Et pour moi, j'avais l'impression qu'il faisait plus d'efforts que moi, et c'était pas acceptable, en fait. Oui, surtout qu'au final, les chiens ont tendance à tout donner, vraiment jusqu'au bout. Tant que toi, tu peux, ils essaient de continuer, même si eux, ils sont fatigués, quoi. Et moi, du coup, je forçais pas parce que t'as pas le droit de dépasser ton chien. Sur une course, tu dois toujours être derrière le chien. Donc, si le chien ralentit, tu dois ralentir. Et moi, en vélo, j'étais dans une zone qui était confortable pour moi parce que je pouvais pas aller plus vite parce que lui ne pouvait pas aller plus vite. Et là, je me suis dit, en fait, je suis arrivée, notre parcours, il est très beau. Je suis arrivée à la limite de notre binôme, en fait. Alors, tu as toujours deux solutions, c'est-à-dire, est-ce que je continue comme ça parce que j'aime notre binôme, etc., et que ça va bien comme ça. Moi, je sais qu'il arrivait c'était sa 7e année. Je voulais le préserver parce que je veux que ce chien-là, il court jusqu'à la fin de ses jours, mais je veux qu'il vieillisse bien. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, faut être raisonnable. Faut savoir aussi leur accorder une pré-retraite, entre guillemets. Et puis malgré tout, moi, je suis quand même très compétitrice et puis mordue de cette discipline-là. Donc, je me suis dit, et si je veux continuer, il va falloir un chien beaucoup plus adapté. Donc, alors je l'avais déjà, ce chien plus adapté, puisqu'il était bébé à cette époque-là. En fait, la transition était bien faite entre les deux. Donc voilà, pour ça que tu puisses bien, ne pas être en manque. Oh, c'est pas vraiment pas être en manque, mais je trouve que c'est bien parce que en fait mon border il a contribué à l'éducation de l'autre. Dans la pratique sportive aussi, en fait, ça a été un peu un accompagnement. Je trouve ça chouette. Et encore maintenant, tu vois, là, je les ai emmenés tout à l'heure en VTT tous les deux et il s'éclate. Voilà, le border il s'éclate encore, mais plus raisonnable. On fait plus attention à plein de choses, quoi. Donc après, comme tu dis, on n'arrête pas un chien qui a fait du sport pendant X années, on l'arrête pas du jour au lendemain comme ça parce que ça les casse en fait. Ça les casse. Des chiens qui ont l'habitude de courir et de faire des compétitions, moi je déconseille de les arrêter de façon brutale. Tu peux réduire les compétitions ou faire des distances plus courtes, mais moi je les emmène tous toujours à l'entraînement. Tu vois ma petite border qui va arriver sur ses 9 ans. Elle fait les cani-baby avec mon fils, donc elle court 50 mètres. De temps en temps, elle court avec une petite fille du club qui fait des petites épreuves qui font 1 kilomètre. Donc ça lui va très bien et du coup la chienne, elle reste quand même dans la compétition. Elle reste quand même dans l'effort, mais sur des distances beaucoup plus courtes. Et puis de temps en temps, quand il y a des canicross, ce qu'on appelle du canicross court, qui sont des épreuves qu'on voit de plus en plus, qui sont des distances réduites pour permettre aux gens de découvrir la discipline. De pas s'aventurer sur 7 km quand t'as jamais fait. Là, c'est des petites épreuves qui font, on va dire, 2 km 5, 3 km. Là, de temps en temps, je l'inscris à cette course-là parce que la chienne, elle continue à prendre plaisir. Elle continue à prendre des départs avec moi et puis elle continue à nous accompagner à l'entraînement en liberté. Mais elle fait moins de choses, mais elle continue à sortir tous les jours. Voilà. Et moi, c'est ce que je conseille quand on dit allez, j'arrête la compétition avec le chien. T'arrêtes, mais on va dire tu ralentis, mais je déconseille de les arrêter. C'est comme quand tu commences, quoi. Tu vas progressivement dans les deux sens. C'est ça, tu vas progressivement. Et tant qu'ils ont envie d'y aller, faut les emmener. Et puis en écoutant leur rythme, bien sûr. Je fais des sorties plus courtes, moins rapides, mais tant qu'ils ont envie, il faut y aller. En fait, ça les préserve, quoi, quelque part. Trop bien. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Du coup, un prochain championnat du monde en vue ? On l'espère. On attend la décision de la fédération qui devrait sortir la liste des sélectionnés à la fin du mois. Donc, on croise les doigts pour être dans cette liste. Voilà. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu viens de nous partager. Avec plaisir. Je pense que c'est plein de précieux conseils. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais ajouter ?
Non, on a parlé. Alors, on s'est pas trop étendu sur le matériel et ça, j'aimerais bien vraiment y revenir sur le matériel et principalement sur le harnais du chien. Vraiment, c'est un point super important. Il y a beaucoup de marques qui font. Enfin, il y a beaucoup de marques. Je vais pas exagérer non plus, mais il y a quand même plusieurs marques qui font plusieurs types de harnais. Chaque chien a une morphologie différente. Même si tu prends le border collie, le braque de Weimar, le braque allemand, même dans une même race, tu vas avoir vraiment plusieurs morphologies de chiens différentes. C'est pas parce que la marque de harnais de tel, j'ai envie de dire non-stop, pour ne pas citer que, mais va bien au braque de Weimar de ton copain, c'est pas pour ça qu'il ira bien au tien. C'est pas parce que tel athlète qui est très connu court avec cette marque-là que ça va aller au tien. C'est comme une paire de chaussures, quoi. Chaque chien a son type de harnais. Point final. Et moi, tu vois, sur 4 chiens, j'ai dû acheter, allez, je sais pas s'ils ont pas fait 5 modèles de harnais différents chacun, hein. Donc oui, c'est un investissement. Heureusement, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les clubs, les machins, t'arrives à les revendre d'occasion si ça convient pas. Mais c'est vraiment important d'essayer de trouver le maximum de confort. Encore une fois, je le dis, votre chien, il parle pas. Et puis il y a des chiens qui sont plus démonstratifs que d'autres, comme tu disais, hein, il y a des chiens qui sont très sensibles et qui vont pas vouloir tracter ou courir un peu bizarrement, ou voir, ça peut amener jusqu'à des blessures, hein, quand même. Un mauvais harnais pas bien adapté, tu peux aller jusqu'à une blessure quand même sur le chien. Et puis tu as des chiens qui sont très très durs mentalement et physiquement et qui vont courir même avec de la douleur ou quoi, et là tu vas pas le voir en fait que ça va pas, ou tu le verras beaucoup trop tard au bout de X temps de pratique. Donc vraiment, faut pas s'arrêter sur une marque parce qu'elle est à la mode, ou parce que celui-là il est joli, parce que t'aimes bien le bleu et que toi tu t'habilles en bleu, ou en fait c'est super important. Et moi je le vois, des gens qui se font des fois un peu trop j'ai pas envie de dire influencer, mais voilà, qui prennent l'exemple, ah bah oui, mais un tel il court avec ces harnais-là et tous ses chiens ils l'ont. Oui, mais toi ton chien il va peut-être pas lui aller ce harnais-là. Donc essaye d'autres marques, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque. Il y a plein de modèles différents qui existent. Et encore une fois, quand tu te rapproches d'un club, tu peux aussi faire des essayages avec des gens du club. Tu vois, faire des échanges, tester sur une séance, 2 séances et dire ah oui, je vois une différence, le chien il est plus à l'aise, il tire vachement plus fort. Bah oui, parce qu'il est bien dans son harnais en fait. Donc vraiment ça c'est important, et faut pas oublier que le sport de traction comme on fait, ça doit rester un plaisir pour le chien aussi. Donc il faut vraiment être attentif à cet équipement-là, comme on est attentif nous à notre confort quand on court avec une paire de chaussures ou avec un maillot ou une selle de vélo. L'exemple de la selle de vélo, il est typique, que tous les cyclistes connaissent bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque de selle de vélo, mais la selle qui va te convenir, elle conviendra peut-être pas au voisin, parce qu'elle est adaptée à ta morphologie et pas à la sienne. Donc vraiment, et c'est pas parce que le champion du monde de vélo de route il court avec cette selle-là qu'elle va t'aller à toi. Donc vraiment être super vigilant là-dessus, sur le harnais du chien, et voilà. Non, c'est vraiment super important, moi je trouve. Non, complètement. Et mais après, comme tu dis, je pense qu'à partir du moment où on écoute bien son chien, qu'on est attentif, on peut facilement avoir aussi les signes que il y a un truc qui va pas ou qui est pas adapté. Ouais, de toute façon, ce sport en général, il faut bien connaître son animal, et c'est là que c'est chouette, parce que tu le connais. Le fait de pratiquer une activité physique avec, je trouve que tu le redécouvres en fait. Tu redécouvres ses qualités, tu découvres des fois des qualités que tu connais pas. Tu découvres aussi des défauts. mais c'est assez fantastique en fait, et puis le côté fusionnel, on va dire. Mais c'est vraiment un sport d'observation, puisque comme on dit, ton chien il te dit pas quand ça va ou quand ça va pas, et c'est à toi de bien le connaître dans la pratique du sport et à l'entraînement et en compétition, pour détecter le moindre signe qui te permettrait de dire ouais, là on va trop vite, ça va pas, ou là il a un problème, il a chaud, ou il court bizarrement, il a peut-être mal quelque part, ou en disant tiens, le harnais c'est bizarre, d'habitude il court bien droit, là je vois qu'il court un peu de biais, ou c'est bizarre, le harnais j'ai l'impression que ça va pas. Enfin voilà,
c'est hyper important d'être très très observateur en fait. De bien connaître son chien par cœur. Et puis ça se fait au fur et à mesure du temps, j'ai envie de dire. D'année en année, on les connaît dans les moindres détails et le moindre coup de regard, tu sais ce que ça veut dire. Ça, c'est chouette. C'est assez fantastique, ça. C'est clair. Trop bien. Si les personnes aimeraient aller un peu plus en profondeur sur une thématique particulière ou ont des questions particulières, est-ce qu'ils peuvent te contacter quelque part ? Oui, ça peut être. On a la page du club qui est sur Facebook. Ouais. Et après, contacter directement la Fédé, c'est les plus à même de répondre à ce type de questions ou au moins orienter vers les bonnes personnes. Peut-être le club le plus près de chez eux, parce que c'est quand même plus simple de contacter le club qui est le plus près de chez toi pour déjà aller les rencontrer et puis découvrir. On n'a pas parlé des types de chiens qui peuvent faire ce sport. Tous les chiens peuvent faire ce sport. Faut pas se mettre de barrière. Faut pas se dire mais moi mon chien il court pas très vite ou il est pas très costaud ou c'est pas grave, c'est comme nous, on court pas tous très vite. On n'a pas tous les mêmes qualités. Y a des gens qui courent vite, d'autres qui courent moins vite, mais faut pas se priver de découvrir ce sport-là. Ou de se dire mon chien est tout petit, y a des gens qui courent avec des Jack Russell, oui, ils sont petits, mais ils courent très bien. Tant que votre chien est en bonne santé et apte, j'ai envie de dire, à la pratique à ce sport, et que votre vétérinaire il vous dit que tout va bien et que vous pouvez courir avec, faut pas s'en priver, quoi. C'est vraiment fait pour tous et avec son chien de famille et il n'y a pas besoin de race, de pédigré, de lof, de toutes ces choses-là. N'importe quel chien, et c'est ça qui est chouette dans ce sport, n'importe quel chien peut pratiquer. Voilà. Donc, faut pas s'en priver. Et c'est vraiment une connexion qui est fantastique. Il faut vraiment faire un essai, faire une initiation pour découvrir quelque chose. Ça renforce les liens et il y a ce côté fusionnel qui se crée qui est assez fantastique. Ok, on va tout de suite regarder quel est le club le plus proche de chez nous. Exactement. Super. Écoute, je te remercie 1000 fois Elsa avec grand plaisir. Pour cet échange très très sympa et je pense qu'il va aider beaucoup de personnes qui s'intéressent sur ce sport comme moi. Je l'espère. J'en doute pas. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. À très bientôt alors. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.